Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode en français de Leaders on Purpose podcast. Je suis Manal Bernossi, je suis très heureuse de partager avec vous ces conversations qui nous nourrissent, qui nous motivent et qui nous donnent un coup de boost. Dans ce podcast, on s'intéresse au parcours de leaders qui nous inspirent, des leaders nationaux ou internationaux. On apprend à les connaître et nous faisons cela non pas via leurs accomplissements, qui sont certes nombreux, mais plutôt en se connectant à ce qui nous lie tous. La vie, cette expérience humaine que nous partageons avec ses hauts, ses bas, ses apprentissages, les choix qui l'accompagnent. Un concentré de sagesse et d'expérience et une bonne dose d'inspiration. Avant de nous quitter, assurez-vous de suivre le podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Mounsef Belkhiyat, entrepreneur, visionnaire et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports au Maroc. Il est fondateur et président de HNS Invest Holding, qui réunit Dislog Group ainsi que d'autres entreprises dans les secteurs des médias, de l'immobilier et de l'industrie pharmaceutique. Il a l'action à cœur, l'action économique, l'action politique, l'action sportive et bien sûr l'action entrepreneuriale. Son parcours illustre une combinaison réussie entre entrepreneuriat, engagement public et contribution au développement socio-économique du Maroc. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de l'homme derrière ses multiples facettes. Mounsef Belkhiyat, bonjour et bienvenue sur Leaders on Purpose podcast. Bonjour, vous me faites beaucoup d'honneur pour me recevoir. Merci beaucoup, Madame Bernossi. Merci infiniment à vous. C'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous et j'ai hâte de partager cette conversation pour parler de la vie, tout simplement. Donc, merci encore d'avoir accepté. Avec plaisir, mais on avait dit qu'on allait se tutoyer, n'est-ce pas ? Oui, on se tutoie. Allez, je bascule et on se tutoie. Alors, on y va. Peut-être pour démarrer la conversation, Mounsef, une toute première question. Pour savoir quels seraient les 4 ou 5 moments clés de ton parcours ou les souvenirs qui te viennent spontanément à l'esprit depuis ton enfance jusqu'à présent et qui ont forgé la personne que tu es aujourd'hui. Les points, on va dire, éléments clés dans ma vie, c'est clairement quelques souvenirs ou des journées qui ont été très très fortes pour moi. D'abord, quand j'étais tout petit, des journées où je me rappelle de l'école, du collège et du lycée marocain. Je suis un pur produit du lycée marocain. Je me rappellerai toute ma vie de notre surveillant général au collège Taqdoub, au lycée Dar Salam. Oui. Mais aussi des journées importantes telles que le jour où j'étais accepté à l'ISCAE, qui pour moi est la meilleure école de business et de commerce au monde. Le jour où j'ai été pris chez Procter & Gamble, le jour où je me suis marié, le jour où je suis rentré après 4 années d'expatriation au Moyen-Orient, au Maroc, oui, pour décider de construire ma vie au Maroc. Oui. Le retour, une expérience fantastique. Le jour où j'ai commencé chez Mehdi Telecom, où j'ai rencontré des personnalités exceptionnelles telles que Athman Benjelloun, que je salue, qui a eu un impact très positif dans ma vie. Bien sûr, je pense que c'est le summum, le jour où j'ai été reçu par Sa Majesté pour être dans son gouvernement en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports en juillet 2009. Un honneur indescriptible. Tu te souviens de ce jour-là, Mais du bien moment sûr. où tu as appelé ? Bien sûr que je m'en souviens. Quelle émotion tu as ? D'abord, beaucoup de fierté Ouais. et en même temps beaucoup d'honneur que de servir son pays, son roi, les jeunes de ce pays. C'est extraordinaire. Je veux dire, quand on voit l'impact qu'il y a, les gens disent les ministres n'ont pas de poids, n'ont pas de pouvoir. C'est pas vrai. Les ministres ont du pouvoir. À titre d'exemple, on a ramené la Coupe du Monde des clubs au Maroc. On a la finale entre le Raja et le Bayern de Munich à Marrakech en 2014, c'était exceptionnel de voir Sa Majesté au centre du stade à 42 000 spectateurs. C'est des moments clés. Milliards de spectateurs à travers le monde, c'est des moments qui marquent. Les terrains de proximité oui, aussi, il me effectivement. semble que tu as été aussi pas mal à l'initiative. En fait, on a créé le concept dans le bureau, on a ramené des architectes extérieurs, on a ramené des conseillers, on a réfléchi et on s'est dit, Anna, je suis quelqu'un qui a grandi Fdrb.
dans le quartier de l'Agdal à Rabat. Et Drb, c'est là où on jouait le foot. Ça s'appelait Kouitzet. C'est là où on allait chez l'épicier. C'est là où on rencontrait les amis. Et on était dans un environnement qui était sécurisé. Au terrain de proximité, c'était une solution finalement de réconcilier les jeunes avec leur quartier. Je parlais de Drb parce que en fait, l'immobilier a fait que tous les terrains de proximité dans lesquels on jouait a été transformé par des immeubles. D'ailleurs, on a commencé à produire des champions en karaté, en taekwondo, parce qu'au lieu de jouer au foot, il y a eu des immeubles et le bas des immeubles a été loué à des associations de sport de combat. Donc en fait, you get what you pay for. C'est-à-dire qu'en fonction de là où tu formes les jeunes, tu obtiens des champions en fonction des disciplines. Les terrains de proximité sont revenus pour redonner cet esprit de proximité pour le foot, pour différents sports qui avaient à un moment disparu des quartiers marocains. Oui, non, clairement. Et puis franchement, ça fait plaisir de voir, de passer dans les quartiers, de voir des jeunes dans des infrastructures qui sont propres, qui sont entretenues et qui permettent effectivement aux jeunes de se retrouver en dehors de simplement Mais je reviens à les votre écrans. question, parce que votre question, elle disait... C'était les autres moments clés, Alors, il y a un moment clé dans ma vie qui a été exceptionnel pour moi, ça a été... clairement la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, on va y revenir, celle-ci, parce que c'est une grande question pour beaucoup. C'était en 2005. Et c'est là où j'ai pu créer HNS Invest Holding et lancer mes entreprises et devenir entrepreneur. La décision de devenir entrepreneur était une décision consciente, lourde de conséquences, et dans laquelle il y a un travail de préparation important, que ce soit pour soi-même ou sa petite famille, pour pouvoir y aller, pouvoir plonger. C'est 5 ans difficiles, mais ensuite un bonheur indescriptible que pouvoir travailler, être libre, voyager, créer de la valeur, s'entourer de gens géniaux et surtout être son propre boss. Ah, clairement. Ça, je pense que ça peut parler à beaucoup. Et justement, on va plonger dans tout ça et piocher un petit peu dans ton expérience, Mounsef, pour pouvoir inspirer potentiellement d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Alors moi, j'ai eu le plaisir de te rencontrer dans le cadre du Choiseul Africa Business Forum. D'ailleurs, tu avais reçu un prix à cette occasion-là, le prix du projet de l'année. Et quand je repense à cet événement, et je t'en parlais d'ailleurs en préparation de notre entretien, ce qui m'a le plus marqué, plus que la formidable ambition que tu partageais, qui est réellement une fierté pour les Marocains que nous sommes, mais au-delà de réalisation, c'est la perception que j'ai eue de la valeur famille. Tu étais accompagnée par ton épouse et tes 2 filles. Je ne pense pas que ton fils était parmi nous ce soir-là. Non, il fait ses études en Europe. Voilà. Il y a cet aspect-là. Et puis dans mes recherches aussi, dans la structure même de HNS Holding, il me semble que c'est un holding d'investissement familial. Est-ce que la valeur famille guide tes choix et quelles sont les autres valeurs qui sont importantes pour toi ? Moi, je considère que la valeur familiale est une valeur extrêmement importante. Je pars du principe selon lequel nos jeunes doivent comprendre l'importance de Ardat al-Walidin. Et en fait, on a grandi dans une famille qui a toujours été réunie avec une fratrie de 5 enfants. Et nos parents nous ont donné des valeurs qui sont surtout les valeurs du sérieux, de l'abnégation et du travail. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. On n'obtient jamais rien s'il n'y a pas de travail en face. Il y a des gens qui ont de la chance d'investir dans du bitcoin et de faire fortune, mais c'est très rare. Il y a des gens qui ont la chance de pouvoir lancer une start-up qui réussit, mais c'est peut-être 1 pour 1000. Mais la réalité de la vie, c'est que si tu veux réussir, il faut travailler. Clairement. À partir du moment où la valeur du travail est là, c'est très important qu'on puisse se doter d'une vision, d'objectifs. Et en fait, il faut être ambitieux. Il faut rêver grand. Les Américains, ils disent « see, do, get ». You see, you do, and you get. Donc, tu te fixes une vision, tu travailles pour arriver à cette vision et tu obtiens le résultat de cette vision.
Maintenant, le travail, l'abnégation et l'ensemble de ces valeurs dont on a parlé tout à l'heure, la persévérance, ne peuvent fonctionner et ne peuvent être utilisées au summum de leur potentialité que si l'environnement familial est bon. Et dans la famille, il y a deux types de familles. Et en fonction du temps du jeune, quand on a 20, 25, 30 ans, sa famille, c'est ses parents, ses frères et sœurs. Oui. Mais quand on arrive à 50, 55, 60 ans, sa famille, ça devient son conjoint et ses enfants. Et donc il y a une transposition des priorités de la grande famille vers la petite famille. Mais le tout reste important. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le cadre de HNS Invest Holding, puisque ma petite famille est actionnaire, et ma grande famille est actionnaire, et mes managers, que je considère comme étant ma famille, ceux qui sont avec moi depuis le début, 10-15 ans, sont aussi actionnaires. Donc, in fine, ce qu'il faut, c'est savoir grandir et faire grandir les autres avec soi-même, et être justement ce leader visionnaire qui permet de faire, comme ce que disent les Américains, see, do, get. Absolument. Merci beaucoup pour ce partage. Tu as cité tout à l'heure un leader qui a été une sorte de rôle modèle, peut-être pour toi, Athmane Benjelloun. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui t'inspire le plus chez les leaders, en fait? Quelles sont les caractéristiques qui te semblent importantes? Pour moi, un leader ne peut être accompli que si c'est un visionnaire. Athmane Benjelloun en fait partie. Il faut toujours se fixer une vision sur 20-30 ans. Savoir se transposer dans le temps. Cette vision, comme je l'ai dit, il faut savoir rêver grand. Parce que vous savez, quand vous rêvez grand, même si vous n'atteignez pas les objectifs que vous fixez, c'est déjà pas mal de faire 50, 60, 70% de quelque chose de grand. Et je pars du principe qu'un grand leader doit savoir donner cette vision à son équipe. Le deuxième élément, c'est qu'il faut savoir former une équipe de gens. Nul n'est parfait. Ouais. Personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait et je ne sais pas tout faire tout seul. Donc la meilleure manière de pouvoir, on va dire, s'approcher de la perfection, c'est d'avoir des gens autour de soi, qui soient des gens qui viennent de différents horizons, la diversité, les hommes, les femmes, de différentes cultures, qu'ils soient marocains ou africains ou européens, de différentes religions. Il faut accepter la différence. Il faut accepter ce que j'appelle l'intelligence collective. Ouais. C'est grâce aux gens avec lesquels on s'entoure qu'on se nourrit. Personnellement, je ne suis pas un mec intelligent. Moi, je n'ai pas fait prépa. Je n'ai pas fait de grandes écoles. J'ai fait l'ISCAE. Mais je considère que l'ISCAE, c'est la meilleure école du monde. La meilleure école au monde. Et voilà, c'est ce que je pense. Ouais. Je le pense sincèrement. De grands professeurs. De très grands professeurs. Ouais. Un super cadre, un environnement exceptionnel. J'ai passé 4 ans de ma vie dans le campus qui était juste exceptionnel. Et avec des gens qui, aujourd'hui, sont les meilleurs de la finance et du marketing au Maroc. Donc je suis fier de mon école. Mais en même temps, je pars du principe que tu puises ton intelligence de celle des gens qui t'entourent. Donc entourez-vous de gens qui soient des gens intelligents, intègres, sérieux et travailleurs. Ah ben voilà, c'est dit, absolument. C'est vraiment les aspects qui sont les plus importants. J'ai envie de rebondir sur tout ça et te poser la question suivante. De l'extérieur, la perception qu'il peut y avoir du succès, c'est un peu ce que tu vis en ce moment. Quelle est ta définition du succès? Écoutez, encore une fois, j'ai fait une carrière qui est pas mal. J'ai travaillé dans des multinationales. J'ai travaillé dans des entreprises familiales, j'ai travaillé dans le secteur public, j'ai travaillé en tant qu'entrepreneur, j'ai travaillé au Maroc, j'ai travaillé à l'étranger. On peut dire que j'ai une carrière où j'ai obtenu un bon résultat. Maintenant, j'arrive à l'âge de 54 ans et je me dis « what is next ?» Et j'arrive à l'idée selon laquelle j'aurais voulu qu'un Monsef Belkhiyat, il y a 25 ans, m'en ait parlé. Donc je le dis aux jeunes aujourd'hui de manière face, work-life balance. Yes. Travailler, c'est bien, mais il faut s'occuper de sa petite famille, de ses enfants, et il faut s'occuper de sa santé.
et j'ai pas tout réussi. On peut dire qu'il a de la chance, il a réussi, j'ai pas tout réussi. Par exemple, j'ai souvent été en surpoids, j'ai déclenché un diabète, et donc j'ai pas fait de sport. Et donc là, quelque part, les gens et la jeune génération qui va venir va avoir une longévité qui est encore plus longue grâce au développement de la médecine, grâce au développement de l'intelligence artificielle. Donc ceux qui vont venir vont avoir plus de chance. Et mon message à eux, work-life balance, où le sport doit jouer un rôle important pour préserver votre santé. Un message important, effectivement. Alors, work-life balance, c'est vraiment cette quête de beaucoup pour trouver l'équilibre entre ces deux mondes. Toi, tu es à la tête de plusieurs business, dans divers secteurs en plus. Tu dois être extrêmement sollicité. Quels seraient un peu tes tips pour bien gérer son temps? Et dans plusieurs pays aujourd'hui. Et dans plusieurs pays aussi. On est dans 10 pays ouais. maintenant. Ouais. Et en fait, on a commencé par une petite société de distribution il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on fête 20 ans. Félicitations. Merci. Et on est dans 10 pays. On est au Maroc, on est en Europe, on est en Asie, à Singapour aussi. Bon, ce que je peux dire, il est extrêmement important d'avoir des éléments humains qui nous drivent et des éléments business. Les éléments humains sont des éléments qui sont liés aux valeurs. Et c'est une vraie question qu'on doit se poser quand on se lance. Est-ce qu'on doit être transparent ou bien optimiser l'impôt, tricher et faire du noir? C'est des questions que je me suis posées liées aux valeurs humaines. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Après 14 ans de travail, dont 4 ans au Moyen-Orient, j'ai pu économiser 1 million de dirhams à l'époque. Je cherchais 500 000 dirhams pour constituer le capital de la société. Et finalement, c'est mes parents et ensuite mes frères et sœurs qui se sont associés à moi. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par Tijari Wafa Bank, à l'époque, il y a 20 ans, pour me permettre de racheter Dislog pour un montant de 4 millions de dirhams. Donc j'ai pris un prêt de 2 700 000 dirhams. Et c'était beaucoup à l'époque. Et il fallait donner des garanties, du collatéral que je n'avais pas. Je n'avais que ma personne et mon credential. Donc c'est grâce au fait que j'ai travaillé pendant 8 ans à Procter, 7 ans à Medi Telecom, et que j'ai bâti des relations avec plusieurs banquiers qui m'ont permis de pouvoir donner comme garantie mon sérieux, mon travail et ma vision. Et ça a fonctionné. Je suis quelqu'un qui a grandi grâce à la dette, mais j'ai aussi grandi en prenant des risques qui sont de faire entrer avec moi des fonds de private equity dans mon capital à chaque fois. En 17 ans d'entrepreneuriat, j'ai fait rentrer 12 fonds ou 12 opérations de fonds de private equity. Oui, c'est exceptionnel. Ouais. Je pense que c'est un record au Maroc, mais c'est grâce à ces fonds d'investissement et grâce au système bancaire marocain que j'ai réussi. Que tu as pu grandir. Maintenant, il faut dire aux jeunes, pour pouvoir bâtir la crédibilité vis-à-vis d'un banquier qui va vous prêter de l'argent, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Les choses à faire, c'est ne jamais faire de noir, c'est d'avoir de la performance et surtout de différencier entre un chiffre d'affaires et une marge. Beaucoup de gens pensent que l'argent qui rentre, c'est des choses qui peuvent se mettre dans la poche, c'est faux. Ne sortez jamais d'argent de votre entreprise et gardez l'argent de l'entreprise dans l'entreprise. Il ne faut pas se dire je vais faire un petit coup en faisant un terrain ou acheter des bitcoins. Non, c'est pas la même chose. Et le banquier il le sent. Il sent en lisant les bilans, etc., les mouvements, si vous êtes sérieux ou pas sérieux. Et en fonction de la droiture, de la gestion et de la gouvernance, le banquier vous suit. Et on a de belles banques au Maroc. Elles m'ont suivi, elles m'ont aidé, et c'est grâce au système financier marocain que j'ai pu vraiment réussir. Et quand j'exagérais au niveau des dettes, les banquiers me disaient ça suffit, et là je ramenais des fonds de private equity pour renforcer les fonds propres, réinjecter, et ça coûte cher. Oui. Un fonds de private equity, ça coûte 13% par an. Une banque aujourd'hui au Maroc, ça coûte 5-6% par an. Donc
il faut savoir arbitrer entre tout ça. Et le plus important, c'est de savoir gérer l'argent. Le cash flow. Une entreprise ne réussit que si son manager, son propriétaire, sait gérer le cash flow. Vous avez beau avoir la plus belle entreprise du monde, si vous êtes à court de cash, vous êtes en cessation de paiement et c'est fini. Donc, faites des présentations sur PowerPoint, faites des tableurs sur Excel, mais pas de wishful thinking. Le cash flow est l'élément le plus important. Serrez à fond sur le cash flow. Est-ce que tu as eu des moments de doute, surtout les toutes premières fois où tu as ouvert le capital? Comment tu gères ces moments où tu as potentiellement deux voix dans ta tête, une qui te dit non, c'est mon bébé, je vais le faire grandir, j'ai pas envie de faire entrer des gens avec moi, et une autre qui te dit non, vas-y, fonce, de toute façon tu pourras pas grandir autrement. Ta question est extraordinaire. Tout le monde passe par ces moments de doute. Tout le monde. Et moi, ma technique, c'est que j'ai un psy en moi-même. J'ai un psy à qui je me parle et je me réponds. Et souvent, d'abord, peut-être des centaines de fois par jour, et depuis tout le temps. Mais surtout, je me parle pour me dire, est-ce que ce que tu fais est bien ou pas bien? Et quelles sont les conséquences? Et je me réponds à moi-même. Et donc, j'ai une séance de psychologie avec un psy qui est à l'intérieur de moi-même. Ça, c'est le premier élément. Et ça, quand on se parle à moi-même, on construit la confiance. Okay. Et c'est important de construire la confiance dans le cadre des relations avec les gens et dans le cadre de ton statut de leader et de leadership qui est chef d'entreprise. Oui. Deuxième élément qui est important, c'est qu'il faut parler à son conjoint. Oui. Quand on devient entrepreneur, que l'on soit femme comme toi, oui. Ton conjoint est un élément important. C'est ton filet de sécurité si ça ne réussit pas. Mais même si ça ne réussit pas, tu dois persévérer et continuer, parce que si une idée n'est pas bonne, une autre idée est bonne et tu vas réussir. Il faut de l'abnégation et il faut se dire on va réussir. Absolument. Et le dernier élément qui est extrêmement important, c'est la com. On est dans un pays où les codes sont des codes où il ne faut pas communiquer. Il faut raser les murs. Il faut être discret. Communiquer. Faites parler de vous. Soyez connus sur la place, dans votre secteur, dans votre environnement. Parce que c'est important de pouvoir créer l'envie et de pouvoir être présent vis-à-vis de son banquier. Parce que, encore une fois, soyons clairs, la plupart des gens se débrouillent tout seuls pour grandir. Et j'en connais beaucoup, y compris plein de Marocains aujourd'hui qui ont réussi à l'étranger, qui sont des RME et qui ont créé leur entreprise dans les services, dans l'IT, dans le commerce, et qui ont fait des carrières fantastiques. Mais il faut aujourd'hui profiter des réseaux sociaux pour faire de la com et faire en sorte que dans ce pays, que nous aimons tous, on puisse changer un peu de modèle. On est un peu trop latin, il faut qu'on devienne un peu plus anglo-saxon. Il faut qu'on puisse, quelque part, applaudir le succès et dire bravo, et aider les gens qui sont successful pour créer des rôles modèles, pour que les jeunes puissent vouloir faire de même. Et donc, aujourd'hui, moi, je pars du principe selon lequel il y a quelques recettes qui fonctionnent dans notre pays. La preuve, c'est qu'il y a 20 ans, j'ai commencé avec 1,5 million de capital. Bon, aujourd'hui, on a 3700 collaborateurs qui travaillent avec nous. Et je suis très heureux de les voir tous les jours. Et j'apprends d'eux tous les jours beaucoup de choses. Exceptionnel. Tu as cité un point extrêmement important. Je vais revenir sur deux aspects. Le premier, c'est cette culture du vivons caché, vivons heureux, qui semble être très ancrée dans la culture marocaine et qui ne nous rend pas forcément service parce que, comme tu le disais, il est extrêmement important de partager et de montrer la voie à d'autres personnes. C'est-à-dire, en partageant ton succès, tu montres à d'autres personnes que c'est possible. D'où nous vient cette culture du vivons caché, vivons heureux? Alors, si on revient à la mentalité, à la culture marocaine, le succès est reconnu, il est admis, il est applaudi. في الممشيتي في المغرب تيقول لك
بيدير غير الكريم الزين ولا مرضي الوالدين. مرضي الوالدين, c'est le respect des parents et c'est quelque chose qui est extrêmement important et je le dis à la nouvelle génération. Le كريم, c'est celui qui est bienveillant. Celui qui est bienveillant, اللي قلبه مزيان ربي ما عمره ما تيخليه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. Donc soyez bons, aidez les autres et vous allez voir que vous allez être aidés. Ouzaim, c'est l'ambitieux. Bon, il faut un peu de marketing, etc. Mais c'est l'ambitieux. Et donc, soyez ambitieux. Encore une fois, rêvez grand. Et you can see, you can do, and you can get. C'est très important de se projeter dans le temps, de se donner une vision et de rêver grand. La deuxième partie de ma réponse, c'est qu'au Maroc, on a cette culture qui est de applaudir le succès, mais je pense que la culture de vivons cachés, vivons heureux a été importée de par la culture française avec laquelle nous avons eu des interactions pendant quelques dizaines d'années. Et donc en France, c'est la même chose. Vivons cachés, vivons heureux. Vous avez plein de Français aujourd'hui qui sont riches, qui roulent dans de petites voitures dans Paris pour être discrets. Et une fois en voyage, c'est là où ils étalent leur richesse. Mais encore une fois, il faut se décomplexer. On est dans un environnement où, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'entrepreneuriat, les gens peuvent réussir et gagner de l'argent. À condition que ça soit fait de manière honnête et droite. Exactement. And sky is the limit. Of course. Je vais revenir à tes tips pour bien gérer ton temps. Étant donné que tu es sur 1000 feux, beaucoup de choses au Maroc et à l'international, comment tu gères ton temps, ta journée type? Comment tu priorises? Parce que c'est vraiment une grande question et qui me mènera ensuite à une autre question qui est celle d'être présent une fois que tu rentres à la maison. Alors, 3 éléments. Tu as remarqué que je n'avais pas d'assistante. Oui, effectivement. Donc, je n'ai pas d'assistante. Ouais. La manière dont j'ai géré mon temps, c'est qu'au lieu d'avoir un assistante, j'ai pris un chauffeur. Et donc, je travaille à partir de mon téléphone ou de mon iPad de manière continue. Alors dernièrement, j'étais un petit peu choqué, mais la semaine dernière, j'étais 8h40 par jour sur le téléphone. Et je me suis dit, finalement, mon bureau, c'est le téléphone. Deuxième élément, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé qui répond à tous ses WhatsApp et à tous ses appels et à tous ses mails. Et la manière dont je réponds, c'est que je réponds par écrit. Mais ça prend du temps. Je réponds par écrit. Ouais. C'est-à-dire que je ne prends jamais le temps de le faire de manière orale. D'accord. Et donc j'ai gardé et j'ai gagné une capacité à pouvoir écrire. Et ça, je l'ai appris chez Procter. Ouais. C'est la meilleure école de formation, c'est le meilleur master qui puisse exister. Ouais. Savoir écrire de manière synthétique et d'aller direct to the point. Le dernier élément, c'est qu'il faut qu'on soit entouré de gens en qui on a confiance et à qui on donne l'autonomie de gérer. Je ne m'occupe jamais des affaires exécutionnelles. Ouais. Je ne m'occupe que des affaires stratégiques et de développement. Donc dans mon business, aujourd'hui, on est dans 5 lignes de business, on est dans 10 pays. J'ai confiance en mes directeurs généraux, j'ai confiance en les vice-présidents des différents pôles. Ils ont une autonomie totale pour travailler. Je ne m'immisce jamais dans l'exécution. Je ne parle avec eux que stratégie et développement. Et enfin, il faut être concentré pour continuer à délivrer. Et quand on a des doutes, se parler à soi-même. Oui, appeler son psy interne. Et appeler son psy interne et ensuite avancer. Ouais. Et puis, il faut se dire une chose. Il faut savoir arbitrer et trancher. Ouais. Il y a plein de décisions tous les jours dans la vie qui arrivent au travail. Et puis, il ne faut pas se dire, allez, je vais laisser cette décision pour après. Il faut trancher. Tout de suite. Quitte à se tromper. C'est pas grave de se tromper, tout le monde se trompe. Ouais. Et quand on se trompe, il y a une courbe d'expérience. Et c'est de cette courbe d'expérience qu'on devient plus fort. Et puis, à ce niveau, quand on a passé par autant de sélections,
bah, j'imagine que sur 100 décisions que vous prenez, bah, 95 sont bonnes, 5 sont mauvaises. Le plus important, c'est que la création de valeur sur les 95 soit supérieure à la destruction de valeur des 5. Et par conséquent, tranchez, avancez et n'ayez pas peur. Ouais. Absolument. C'est revoir notre rapport à l'échec, revoir notre rapport... Mais être en échec, ouais. C'est pas choumant. Bien sûr. Être en échec, c'est normal. Que l'on soit un enfant où la scolarité est difficile, qu'on soit un enfant ou un adolescent où on n'arrive pas à avoir des relations avec des gens, tout peut changer. Il faut travailler sur soi-même. L'échec n'est pas grave. Il n'y a personne de parfait. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Mais nous, on est des humains. Dieu nous a créés pour faire des fautes. Il faut accepter les fautes. Il faut accepter l'échec. Maintenant, خص الواحد يتعلم من les fautes ديالو ويتعلم من l'échec ديالو. غير حنا المجتمع ما خصناش نبقاو نسنايبيو على الناس كي سون اون échec. خصنا نعاونوهم. خصنا نقولوا ما كاين باس. الله يسامح. خصنا نقولوا النوبه غلط ولكن النوبه جاي يمكن له ينجح. هذه هي الدنيا. غير الواحد يبقى مؤمن متفائل كيف قلت قبيله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. نبقاو نكونوا مزيانين مع راسنا ومع الاخرين et je suis sûr qu'on va avancer. المغرب خصو واحد الارتكويك بالنسبه لي فالور ديالو القيم. نقطه اساسيه وهذه تتبدا من المدرسه. وانا تنشوف بانه يمكن خصنا واحد المدرسه même pour المربيين c'est-à-dire les professeurs discuter avec eux ديال هاد القيم لان عندك 700 ولا 800 الف استاذ. خصك تجلس معاهم وتقول لهم واش نتفقوا على واحد لا بلاتفورم ديال القيم اللي خصنا نربيو فيها وليداتنا. واش لا ليبرتي سي كيلكو شوز دامبورطون او دو با امبورطون. نربيو وليداتنا على ليبرتي ولا لا؟ واش الدين مهم ولا ماشي مهم في المجتمع؟ كيفاش؟ وشنو هي الاهميه اللي خصنا نمشي له في الدين؟ واش المعقول؟ شوف انا بديت في 1991 الخدمه ديالي في الشركه ديال تنبيع وتنشري. وكنت مسؤول على واحد المنطقه في المغرب اللي هي اكادير. كنا في 1991 92 93 تنبيعوا السلعه ديال التيد بالتليفون مع لي كليون وكانت الكلمه هي اللي كاينه. معرفه الناس كنز. الرجال والعيالات سيتادير نيتي يعطيك الكلمه هي كلشي. هي كلشي. ما كان لا بونت كوموند لا فاكتور لا غير. كان البون وحتى هذاك البون مره على جوج تيطبع لك على البون بانه طبع لك. شو طبع لك؟ واحد البون بان عنده واحد 50 ولا 60 ولا 70 مليون ديال السلع. راه هكا تربينا بالكلمه ديال الرجال. خص وليداتنا حتى هما نرجعوا لهذه القيم اللي هي مهمه. وهذه العلاقه مع الاستاذ في المدرسه خصها توضح اليوم. الكلمه هي كل شيء ونديروا البون حتى هو باش نزيدوا القدام. والنيه تكون ديما صافيه. سير 2030. Très bien, magnifique. Alors, je veux revenir à un point que tu as cité tout à l'heure, Monsef, toujours en lien avec l'équilibre vie pro et vie de famille. Pour les personnes passionnées qui nous écoutent et qui ont peut-être du mal à poser le téléphone en fin de journée, quels conseils tu pourrais donner ou de ton expérience pour être présent non seulement physiquement, mais aussi mentalement et pouvoir aussi être présent pour sa famille en fin de journée? Parce que c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas facile. En toute honnêteté, je ne suis pas le bon exemple. Okay. C'est-à-dire que techniquement et normalement, si je devais faire le cool, etc., c'est de dire on rentre à la maison, on coupe entre le travail et la maison, on pose le téléphone, on ne le voit plus. Honnêtement, c'est pas vrai. Je suis quelqu'un qui est connecté 365 jours, 7 jours sur 7 et 24 sur 24. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas d'assistante, je fais confiance à mes collaborateurs, mais je suis toujours connecté pour le travail, y compris pendant les vacances, tous les jours et même les samedis, dimanches. Maintenant, je me donne 2-3 heures à la maison, seul, sur mon téléphone pour pouvoir traiter mes affaires. Et en même temps, j'essaye d'apporter ma présence à ma famille et à mes enfants.
je suis arrivé à une conclusion. C'est que quand on a 25 ans, on ne réfléchit pas de la même manière qu'à 35 ou à 45 ou à 55. Et les priorités changent. Donc à 25 ans, on veut faire une belle carrière. À 35 ans, souvent, on veut se lancer et devenir entrepreneur. À 45 ans, on a envie de s'enrichir. À 55 ans, on arrive à la conclusion que tout ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est la vie de famille, c'est la santé et c'est l'éducation des enfants. Il ne faut surtout pas rater l'éducation des enfants. Il faut parler aux enfants, leur donner l'importance des choses. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ma vie, je vais vous la raconter comme ça, chacun de nous pourra en tirer les conséquences. À l'âge de 14 ans, mon père, que Dieu ait son âme, était un avocat à Rabat. Et il m'a dit, cet été, tu vas faire un stage dans mon cabinet. Je dis, ok. Et j'ai travaillé le mois de juillet 1984 dans ce cabinet. À l'époque, il n'y avait pas de climatisation, il faisait chaud. Et puis, je me réveillais tous les matins pour aller travailler. Je faisais des dossiers de plastification, des tâches vraiment basiques. Je mettais les numéros sur les dossiers, les dateurs, etc. Et j'ai travaillé pendant 1 mois. Stan Smith, les espadrilles aujourd'hui, c'est une mode actuelle. En 1984, nous aussi, on avait Stan Smith, on avait Elie Nastase. Et là, mon objectif unique, c'était qu'à la fin du mois, je puisse aller au Qessaria pour acheter des espadrilles Stan Smith. J'ai travaillé très dur. À la fin du mois, mon père, me donne une enveloppe et me dit, ça c'est ton salaire pour le travail que tu as fait au bout de 1 mois. شحال كان هذاك السالير 400 درهم. مشيت للقيصريه غادي نشري ستان سميث. وصلت عند هذاك مول المحل ستان سميث قيسنا الى اخره بشحال 550 درهم. Il me manquait 150 dirhams. Ce jour-là, j'ai appris la valeur du travail et donné de la valeur à l'argent. Donc s'il y a un conseil, chers jeunes compatriotes marocains, donnez la valeur au travail et donnez la valeur à chaque dirham que vous dépensez. C'est important pour pouvoir réussir. Absolument. Merci beaucoup pour ce partage. Quelle serait une leçon de vie qui t'a marqué et qui te guide encore à ce jour? Ce serait celle-ci? C'en est une. Bon, on peut réfléchir à d'autres leçons de vie, mais on va être très honnête. Ouais. À l'école, j'étais frappé avec une règle. C'était en 1975 ou 76, je me rappelle. Le Oussada Drbatni. Tu as encore le geste là. Le geste et La question que je me pose, est-ce qu'elle m'a rendu service, oui ou non? Alors. Et par rapport aux valeurs actuelles, ne pas toucher les enfants, pourquoi les parents pourquoi ceci, cela, relation prof-enfant. Moi, je pense qu'elle m'a rendu service. Et je vais vous dire, il faut redéfinir la relation entre le oustad et l'élève. En termes de contenu pédagogique, mais aussi en termes relationnels. Je ne dis pas que je suis contre frapper. Voilà, clarifions. Je suis contre. C'est brillant. Walakin, un peu de ziyar, il n'y a pas de mal. Donc, il faut trouver le bon équilibre qui consiste à ne pas frapper, mais en même temps à ne pas laisser des enfants et des élèves et des étudiants dépasser certaines limites. Il y a des règles à rétablir qui soient des règles d'équilibre, de respect entre l'élève et l'oustad, mais aussi de contenu pédagogique entre oustad et l'élève. Pour donner la valeur aux choses, effectivement. C'est extrêmement important. Que penses-tu de cette citation ? La peur et le doute de soi sont les plus grands ennemis du potentiel humain. Alors, la peur et le doute de soi est peut-être un ennemi, mais en ce qui me concerne, puisque j'ai un psy en moi, j'ai pu gérer pour ne pas avoir peur. Donc, ce n'est pas ça ce que je considère comme étant le plus grand ennemi. Pour moi, le plus grand ennemi du potentiel humain, c'est du potentiel humain, c'est l'ego. L'ego est quelque chose qui nous détruit, nefs.
L'ego détruit les relations de famille, détruit les relations professionnelles, détruit de l'ambition. Et puis détruit aussi financièrement une entreprise. Plein de gens pensent que leur projet est un bon projet. Ils ne marchent pas financièrement, ils perdent de l'argent la première année, la deuxième année, la troisième année. Et par ego, ils disent, je vais y arriver, je vais redresser, j'y crois. Et en fait, l'ego cache beaucoup de choses. Moi, je pars du principe que quand une entreprise ne fonctionne pas et qu'elle perd de l'argent 2 ans de suite, il faut la fermer. Et j'en ai connu des échecs. Et j'ai pas tout fait très bien. Il y a des projets que j'ai ratés. Au bout de 2 ans, j'arrête. Ça s'appelle le stop loss. C'est très important de comprendre qu'il faut aller chercher le bonheur dans tout ce qu'on fait, y compris dans son travail, et ne pas laisser son ego nous faire des choses qui ne sont pas bien. Absolument. Merci beaucoup pour ce message extrêmement important. Je pense que c'est le type de questions à se poser soi-même pour vraiment en retirer les bonnes conclusions. Alors j'aimerais revenir sur un aspect qui me semble trotte dans la tête de beaucoup, qui est le moment de faire le switch du salariat vers l'entrepreneuriat. Tu as toujours rêvé d'être un businessman, il me semble. Oui. Tu as commencé ta carrière chez Procter, on le citait tout à l'heure, puis tu es passé par Meditel et le groupe Financecom. Comment savoir quand c'est le bon moment de quitter son poste de salarié? Quel a été le déclic pour toi? Anna, je veux vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Moi, j'ai commencé ma carrière au début en étant entrepreneur. J'ai lancé une petite affaire avec un ami où on achetait, on revendait des bonsaïs artificiels. Et on a gagné de l'argent. Et je me rappellerai toujours que je me disais, c'est pas avec ça que tu vas réussir. Allez, il faut se lancer dans une affaire d'études, de services, market studies. Et la première offre que j'ai envoyée, c'était une offre à Coca-Cola où j'avais un ami qui était là-bas. Et j'avais fait une grosse erreur sur l'offre. Et c'était tellement non professionnel qu'on m'a appelé de chez Coca-Cola pour dire « Tu es recalé parce que ton offre n'était pas professionnelle. » Il y avait une erreur sur les chiffres entre le montant et les lettres. Et je me suis dit « Je pense que c'est un peu trop tôt pour se lancer. » Et c'est là où j'ai intégré Procter. Et en fait, il faut se rendre compte que quand on a 20 ans, 21 ans, on est pressé. On veut aller vite. On veut grandir vite. On veut réussir vite. Il faut 10 ans d'expérience. Et ces 10 ans d'expérience vous permettent de bâtir un réseau professionnel de relations avec des gens qui travaillent avec vous dans l'entreprise ou à l'extérieur et que vous allez connaître. Et donc quand vous allez montrer et démontrer un visage qui est performant, des résultats, de la droiture et que les gens reconnaissent cette crédibilité, la crédibilité va vous permettre, quand vous allez vous lancer, de pouvoir le faire. En ce qui me concerne, c'est venu le déclic avec un Senior Executive Program à Harvard Business School. Je suis revenu totalement réinventé. Ils sont très forts, les Américains. Clairement. Ils te donnent envie de faire des choses. Donc, ils m'ont donné envie de devenir entrepreneur. J'ai été extrêmement ravi de faire ce programme et je suis revenu en se disant, quel que soit X, je me lance. Et donc c'était une décision consciente. Il y a des conditions pour cela. Il faut que le conjoint soit un filet de sécurité. En ce qui me concerne, mon épouse est dentiste, donc si je me lance et si ça ne marche pas, elle est là. Vous, en l'occurrence, vous êtes lancé après une vie corporate. Ouais. Et votre époux est là pour être aussi votre filet de sécurité pour vous et pour les enfants. Parce qu'il y a souvent une traite à payer, il y a souvent des engagements. C'est ça la réalité de la vie. C'est des décisions qui se prennent à deux. À deux, exactement. Et enfin, il faut aller voir ses parents et avoir idée au mec, la bénédiction, ouais. parce que là, ça marche vraiment, ça clair. Fonctionne. Et bien sûr, être bon dans son cœur et de savoir donner, savoir partager. Parce que plus tu donnes, plus Dieu te le rend x10 et x100. Absolument, absolument. Tu as souvent parlé, Monsef, de l'importance de
construire son réseau, le bâtir, l'entretenir dans la durée. Quel serait ton conseil justement pour construire son réseau, surtout l'entretenir dans la durée? Quelles sont les erreurs qui sont commises souvent? Alors, souvent, quand on est dans une entreprise, dans le monde corpo, notamment dans les multinationales ou les grandes entreprises, il y a beaucoup de rivalité et il y a beaucoup de compétition entre les gens. Il y a même un peu de politique. Il faut avoir l'intelligence émotionnelle et sociale pour gérer cela. Vous savez, quand vous avez fait prépa, école d'ingénieur, et que vous vous sentez sur le toit du monde, on dit que c'est de l'intelligence basique. L'intelligence la plus importante, c'est l'intelligence émotionnelle et sociale. Clairement. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert aux gens, il faut savoir gérer les relations avec les gens, de telle sorte à ce que ces gens, un jour, ils vont quitter l'entreprise où vous êtes, ils vont aller ailleurs, ils vont grandir comme vous, avec des évolutions de carrière, des promotions. Et le jour où vous allez être dans l'entrepreneuriat, vous allez le retrouver. Moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je retrouve beaucoup de mes collègues qui étaient avec moi à Procter, qui étaient avec moi à Medi Telecom, mais qui ont complètement quitté l'entreprise pour aller ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a des gens dans de grandes multinationales, je ne vais pas les citer, qui travaillent, mais qui étaient mes anciens collègues. Croyez-moi, c'est beaucoup plus facile de faire du business avec des gens que vous avez connus que des gens que vous ne connaissez pas. Clairement. Ceux que vous ne connaissez pas, c'est sur la base de vos credentials, votre image et votre réputation. Mais ceux que vous avez connus, c'est sur la base de vos valeurs et votre sérieux et votre professionnalisme que les choses se font. Et croyez-moi, on est loin, très loin du temps où les choses se faisaient entre présidents qui se parlent. Wallah, aujourd'hui, si vous n'avez pas au niveau les bases, les gens qui fonctionnent bien et qui reconnaissent votre professionnalisme, Wallah, ils mettent 12. Claire. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont fait leur révolution. Aujourd'hui, seul le travail, le professionnalisme fonctionne. Le relationnel, c'est fini. Mais bon, vous allez me dire que ça se discute. Mais on peut en parler sur un futur podcast si vous voulez. Absolument, avec grand plaisir. Justement, qu'est-ce que tu as appris avec le temps sur la gestion des hommes et des femmes? Parce que tu cites un point qui est extrêmement vrai, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance aussi, disons-le, en entreprise. Il peut y avoir beaucoup de certaines personnes qui ne savent pas gérer les politiques internes, qui ne savent pas gérer ces rivalités. Et quels sont les prérequis pour avoir une base saine dans son entreprise? Qu'est-ce que tu as appris sur la gestion des hommes et des femmes? D'abord, la diversité est un élément clé. Deuxième élément, c'est que vous ne pouvez pas être parfait et par conséquent, vous devez savoir puiser votre intelligence des gens qui vous entourent. C'est l'intelligence collective qui vous fait avancer. Et enfin, vous ne pouvez grandir que si vous faites grandir les gens qui sont autour de vous et qui vous accompagnent. Faire grandir tout le monde, être une locomotive par le leadership et par le fait que les gens ont aussi des aspirations et des ambitions et veulent aussi grandir. Donc dès lors que vous avez un mindset de faire grandir les gens qui vous entourent, toute l'organisation monte en termes de standards. C'est ça, c'est de pouvoir faire grandir les gens autour de soi. L'heure tourne, on arrive presque à la fin de cet épisode. Peut-être une dernière question avant de te poser les 3 dernières que je pose à tous mes invités. Si tu avais la possibilité de parler à Mounsef Belkhiyat qui a 18 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ce que j'aimerais lui dire, c'est que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. On est heureux quand on se réveille le matin et qu'on dit Alhamdulillah al-ni'ma li atana et qu'on attaque une journée en se disant je suis heureux d'aller à mon travail, je suis heureux de retourner chez moi et d'être heureux en famille, dans la petite famille, la grande famille, et heureux d'être en bonne santé. Donc Mounsef Belkhiyat a peut-être réussi certaines choses, mais pas au niveau de la santé. Donc si c'était à refaire, j'aurais fait beaucoup plus d'efforts en étant, on va dire, pas en surpoids pendant les 30 dernières années. C'est intime, mais bon, je le dis parce que si quelqu'un a 18 ans qui nous regarde, c'est le conseil que je lui aurais donné.
Merci de nous partager ce que tu penses profondément et qui peut nous servir tous dans les décisions que nous prenons. Je pense que ça dénote de ta générosité dans le partage. Donc merci beaucoup pour ça. 3 dernières questions avant qu'on clôt l'épisode, Mounsef. C'est des questions que je pose à tous mes invités. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ? Je pense que c'est un conseil qui vient de mon père, Allah yarhamou. Mon père était avocat, donc on était dans un environnement où la partie valeur intrinsèque de la droiture, du sérieux et du travail m'ont beaucoup aidé pour pouvoir réussir. Vous savez, il n'y a pas de secret. Vous n'obtenez rien si vous ne travaillez pas. Vous pouvez faire un coup si vous n'êtes pas sérieux, mais vous ne pouvez pas avoir des revenus et des contrats récurrents si vous n'êtes pas dans la droiture, le sérieux et le fairness. Une relation, quelle qu'elle soit, dans le business ou à titre personnel ou amical ou familial ou même amoureuse, ne peut réussir que ceci basé sur du win-win. Ouais. Il faut que les 2 parties gagnent. C'est ça. Donc on ne peut pas faire du win-lose. Et puis il y a certains qui aiment bien le lose-lose, mais bon, j'ai aucun respect pour serait dommage. Ces gens. Donc win-win. Il faut que dans toutes vos relations, qu'elles soient liées au travail, en famille, personnelle et même amoureuse, win-win. Parfait. Quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné ? Le pire conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est tu vas trop vite. Tout le monde pense que je suis un fou furieux parce que je vais trop vite. Et il faut donner le temps au temps. Et moi, je suis quelqu'un qui est multitâche, qui se parle à lui-même et qui considère qu'on n'a pas si on veut se développer, si on veut grandir de manière collective en tant que nation et rattraper le retard, il faut qu'on aille plus vite que les autres. Le Maroc doit prendre conscience de tout ceci, moins, à mon avis, faire de régulation, déréguler, et s'approcher un peu plus de la partie asiatique et de la partie américaine en termes de mindset pour créer de la valeur et pousser des entrepreneurs et applaudir le succès et en faire et aider les entrepreneurs à continuer à réussir, surtout les jeunes start-upers qui commencent dans la vie et qu'il faut aider. Et donc il nous faut un écosystème de start-up au Maroc. Oui, clairement. Et je pense qu'on peut tous aider avec notre expérience les pouvoirs publics pour donner du feedback et essayer d'aider. Absolument, absolument. Ce changement de mindset qui est indispensable. Dernière question, si tu avais le pouvoir, avec une baguette magique, d'imposer une loi, un principe, une règle que tout le monde, absolument, tout le monde devait appliquer. La discipline, le ma'qoul ou le khidma ou la discipline. Alors c'est avec ça qu'on va y arriver. Alors, on ne peut pas arriver sans le khidma ou le ma'qoul ou la discipline. Vous êtes dans une autoroute et vous avez une voie. Vous ne pouvez pas changer de voie comme ça. Il y a une discipline à mener. On est les champions du changement de voie sur une autoroute. Le ma'qoul ou le khidma ou la discipline. C'est les 3 éléments qui nous permettent d'améliorer nos process. Et les process, c'est ce qui font avancer les choses dans une société, dans un pays, dans une entreprise, dans une organisation. Et si tout le monde respecte le process, je pense qu'on pourra y arriver. Et bien sûr, la notion de rapidité, plus vite que les autres. Plus vite. Donc c'est bien de progresser à 3%. Mais si certains ont un GDP growth de 6%, ça veut dire que dans le temps, ils vont nous dépasser. Donc moi, aujourd'hui, je dis attention, attention, attention. Il nous faut un peu de rapidité dans le process. Avec le travail et le sérieux. Sur ces paroles, merci infiniment, Mounsef Belkhiat, pour ton partage. Merci pour ton authenticité, ton ouverture, vraiment, ça fait la différence. Et au plaisir donc de te recevoir une prochaine fois. Barakallahu fik, merci, thank you.
You're welcome. Thank you so much. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir investi votre temps avec nous. Je vous mets les liens vers nos pages LinkedIn et Instagram dans les notes de cet épisode. N'hésitez surtout pas à nous écrire pour partager votre feedback, le message qui vous a le plus parlé, le sujet qui vous a le plus touché. Dernière chose, et c'est vraiment important pour continuer à faire grandir ce podcast, mettez une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous n'êtes pas sur ces deux plateformes, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis ou collègues. C'est vraiment ce qui permet de donner plus de visibilité à ce contenu et en faire bénéficier le plus grand nombre. Mille merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.